Épisode 8, Always remember to get up. Petite question rituelle de débriefing de la veille. Clément, quel est le type d'art créatif de rue qui t'a le plus plu? Moi j'aime dire la bombe. Généralement il y a des trucs super avec. Et pourquoi la bombe? Parce que je trouve que ça peut englober plein de styles. Alors que genre par exemple le truc fait avec les cages de poules, c'est un style particulier, c'est le truc avec les cages de poules. Qu'est-ce qui t'a marqué dans les quartiers avec des graffitis hier? Moi, ce qui m'a marqué, c'est les graffitis d'un artiste qui s'appelle Adam Fou. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il faisait des dessins avec plein de couleurs et il y avait souvent des lignes blanches et du coup, quand on prenait en photo, ça faisait un effet néon et c'était lumineux. Et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit un art éphémère et que chaque artiste allait passer, peindre ce qu'il avait à peindre et que ça allait disparaître au bout de quelques années. C'était très intéressant et tout, il y avait beaucoup d'histoires. J'ai bien aimé. Merci Lude. En ce lundi, nous allons assister à une nouvelle visite guidée. Cette fois, ce ne sera plus Audrey, ce sera son mari Fred. Et donc là, on va se rendre au sud de l'île de Manhattan pour parler historique de la ville. Et donc pour ça, on se dirige vers le métro. C'est quand même sympa, t'es dans le métro, t'as du violon, ça te fait patienter, attends que ton métro arrive. Je trouve que ça nous met dans l'ambiance pour démarrer la journée. Fred va nous rappeler tout d'abord que la composition de New York, c'est assez hétéroclite. En gros, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de vrais New-Yorkais, qui sont résidents ici, américains et résidents à New York depuis longue date. Un tiers d'Américains de passage, qui sont des Américains, mais qui vivent pas à l'année, ou voilà, qui sont pas des New-Yorkais. Et un tiers d'étrangers, qui sont soit là parce qu'ils ont choisi d'essayer de vivre à New York, ou soit vraiment de passage en tourisme. New York, c'est pas les États-Unis, c'est vraiment une ville à part. Gardez bien ça en tête, c'est vraiment pas du tout représentatif du pays. Il y a plein d'autres villes, Los Angeles, Chicago, San Francisco, qui sont complètement différentes. Je parle même pas de villes qui sont plus petites, de taille moyenne, Saint-Louis, Milwaukee, San Antonio, j'en sais rien. On est New York City, une ville qui est complètement à part. C'est la ville la plus peuplée, la ville d'après c'est laquelle? C'est Los Angeles. 4 millions d'habitants, moitié moins. Aux États-Unis, ça fait une grosse différence. Et autant New York, c'est une ville qui est concentrée et qui est en hauteur, partout. Autant New York, autant Los Angeles, c'est pareil, mais t'appuies, ça déborde sur le côté. Et c'est Los Angeles, ça fait 100 km sur 100 km. C'est la ville de Los Angeles, 4 millions d'habitants. Donc autrement dire, il n'y a rien qui fait plus de 4 étages. Alors Fred nous rappelle aussi du coup que, nous on est français, on connaît notre capitale. Pour nous, Paris, c'est une ville, c'est une super belle ville, mais qui est quand même stressante. Voilà, en plus, quand il y a les grèves de métro, les grèves de la SNCF, toutes les manifestations à Paris. On entend beaucoup parler de Paris pour les aspects un peu stressants de la vie, de la promiscuité, des choses comme ça, même si ça reste la ville de l'amour, etc. Nous, en tant que Français, on le perçoit jamais comme ça. Et en fait, c'est un peu pareil pour les Américains. Nous, en tant que touristes, on a trouvé que New York, ça avait une énergie folle, que les gens étaient super sympas, assez ouverts avec les small talks et tout. Et en fait, Fred nous dit, si vous demandez à un Américain qui n'habite pas à New York ce qu'il pense de New York, pour lui, New York, c'est hyper stressant, quoi. C'est une ville, c'est hyper stressant, les gens sont stressés. Et venez nous voir, nous, dans nos provinces, on va vous montrer ce que c'est que de vivre vraiment une belle vie, quoi. Donc c'est marrant, en fait, on se retrouve finalement dans des choses similaires. Ouais, parce que pour le New-Yorkais, tout est hyper organisé, millimétré. C'est la course à toutes les opportunités. Alors que l'Américain lambda, il a une vie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus mesurée. Voir dans certaines
contrée un peu reculée, bon, t'as pas accès à grand chose. Voilà, c'est pas l'Amérique moderne qu'on peut supposer dans nos têtes. Donc il y a des très très grands écarts sociaux et culturels et de vie en fait entre les différentes zones en fait des États-Unis. Pour commencer avec un peu d'histoire, Fred nous rappelle en fait pourquoi ça s'appelle New York, puisque on avait déjà parlé tout au début. Cet emplacement, le sud de l'île de Manhattan, en fait, avait été pris par les Hollandais. D'ailleurs, on peut en voir des preuves en fait tout autour de nous. Quand on est arrivé ici, on a vu le drapeau, on a dit pourquoi ils ont mis le drapeau de la France. Alors on sait très bien que c'est pas le drapeau de la France. Moi j'ai dit que c'était le drapeau de la ville de New York. Pas mal. T'as raison. C'est le drapeau de la ville de New York. Allez. Là, on le voit pas. Et ouais. Il y en a un là-bas. On pense que c'est. Moi, j'ai aussi cru que c'était le drapeau de la France pendant un bout de temps. Je dis bleu, blanc et puis un rouge délavé. Après, ça va être bleu, blanc, orange. Ah oui, On l'a. Je t'aime bien parce que tu me fais une super transition. On a dit quoi? On a dit que c'est les Hollandais qui avaient créé la ville. Ben, la couleur de la ville, c'est le bleu, le blanc et l'orange. Les couleurs de l'empire hollandais auparavant. S'il y a des tulipes, bien, ça tombe bien, on est à la bonne époque. Il y a des tulipes. qu'il y en avait partout. Ouais. Alors à cette époque, ils mettent plein de tulipes. C'est la fleur de la ville. Référence à la Hollande. C'est pour ça. Et on verra que sur ce drapeau, il y a un sceau. Oui. Je vous le montrerai au revoir. Et ce sceau, c'est le tampon de la ville. C'est un Indien et un Hollandais avec un moulin derrière. Parce que c'est ici, quand les Hollandais débarquent, bah, ils se rencontrent les Indiens et puis ils s'installent là. C'est tout. Ils avaient donc annexé cette pointe sud de l'île. Et ils en avaient fait un port de commerce, d'échange, etc. Sauf que c'est bien tout ce qu'ils avaient, les Hollandais, parce que tout autour, les Anglais, eux, ils avaient un peu colonisé tout ce qu'ils pouvaient. Et en fait, petit à petit, ils ont grignoté, les Anglais. Et ils ont changé ce New Amsterdam en New York. New York qui vient en fait historiquement du duc d'York, qui est toujours en fait nommé duc d'York, c'est dans la famille royale, hein, pour le frère du roi ou le frère de la reine. Et c'était du temps de Charles II à l'époque. D'ailleurs, petite anecdote que nous a raconté Fred, c'est qu'on a aussi un borough qui s'appelle du coup le Queens. Et en fait, la femme, enfin la reine, donc épouse de Charles II, qui s'appelait Catherine à l'époque, était un peu jalouse que cette ville, cette colonie s'appelle New York, et qu'elle allait rien. Et donc ils ont donné le nom de ce borough, le Queens, en l'honneur de la reine, qui voulait aussi sa petite patte dans la création de cette nouvelle ville. Il s'avère que pour cette première mise en jambe de la matinée, on se trouve en fait devant le 50 de l'avenue de Broadway, au sud de Manhattan. Et en fait, on est devant le Tower Building. Le Tower Building, en fait, il a une particularité, c'est que c'est le premier building à avoir été construit aux États-Unis. Il a été inauguré en 1989. 1989, c'est la chute du mur de Berlin, donc c'est 1889. En fait, la même année que la Tour Eiffel. Et il ne fait que quelques mètres de moins que la Tour Eiffel. Alors la Tour Eiffel, elle a bougé un peu en hauteur parce qu'en fonction de l'antenne qu'on lui a rajoutée dans le temps, etc., voilà, aujourd'hui elle est aux alentours des 320 mètres. Et il est juste un peu en dessous. Mais c'était une prouesse technique, puisqu'en fait, contrairement à la Tour Eiffel, qui est une structure métallique vide, en fait, en quelque sorte, et qui était en forme pyramidale, là, pour le coup, c'était une tour droite, et qui était en plus possible d'habiter, en quelque sorte, ou de faire des habitations ou des bureaux, quoi. Donc les Américains étaient pas peu fiers d'avoir créé ça. Pour autant, on a complètement oublié ce Tower Building, parce qu'en fait, tout de suite après, on a construit le Chrysler Building, qui lui dépassait de la tour Eiffel. Et donc là, il était devenu en fait le monument le plus haut du monde à l'époque. Hein. On n'avait pas encore tout Dubaï, etc., qui avait ces grands buildings. Hein. Ça n'existait pas dans les années 1890, début 1900. Et donc la tour Eiffel a été le plus haut monument du monde. Puis le Chrysler Building est arrivé le plus haut monument du monde. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé aussi au Chrysler Building? Il s'est fait très vite doubler par le building qui est une référence à New York,
et qui a permis de donner du travail à des centaines d'ouvriers pendant la crise en fait, des années du 19e siècle et du début du 20e, qui est l'Empire State Building. Et lui, c'était un défi quoi. Le Chrysler Building dépassait un peu la Tour Eiffel et l'architecte de l'Empire, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais littéralement exploser le record du Chrysler. Et je vais lui rajouter 40 étages dans la vue quoi. Donc top prouesse, l'Empire State Building, c'était l'immeuble, le building le plus haut du monde, mais de loin. Et en plus, il a bénéficié de toute la main-d'œuvre du Chrysler qui était arrêté à cause de la crise. Donc il a pu faire l'extension finalement de ces 40 étages non prévus initialement en 1 an et demi. Une date hyper connue aux États-Unis, Arnaud, c'est laquelle? 1776. Oui, mais le jour qu'on connaît tous et que les Américains célèbrent tous les ans. Le 4 juillet. Bah c'est ça, 4 juillet 1776. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à la date où les Américains se sont dit on a ras-le-bol des Anglais, dégagés. Ouais, ils voulaient leur indépendance, quoi. Ils ont fait leur révolution. Bon, ils ont mis un petit peu du temps, mais les Anglais ont fini par partir. Et ils se sont quand même pas avoués vaincus totalement. Ils ont voulu revenir. Ouais, ils sont revenus, ça leur a pris 7 ans pour revenir. Mais du coup, à votre avis, ils sont revenus plus musclés qu'auparavant ou pas? C'est pas moi, je me souviens plus. Ah si, les États-Unis sont les États-Unis aujourd'hui, ils n'ont pas réussi une deuxième fois en fait. Oh, ils se sont plantés une deuxième fois, les Ils se sont plantés Anglais. une deuxième fois. Et du coup, les Américains, ils avaient commencé à construire aussi des tours défensives un peu partout sur Governor Island, etc., sur le pourtour en fait du sud de l'île, avec des meurtrières pour mettre des canons pour prévenir en fait des potentiels venus en fait depuis l'Europe, parce qu'ils voulaient vraiment plus d'invasion en fait de l'Europe. Pour autant, sur la deuxième partie du 19e siècle, ben là, ils n'ont pas pu faire autrement qu'accueillir. Et d'ailleurs, ce site qui servait de défense s'est transformé en centre d'immigration. Au moment où en Europe, c'était difficile, il y avait en Irlande 1 million de morts à cause de la famine communautaire. En Italie aussi, ça n'allait pas bien. Il n'y a qu'en France où il n'y avait pas le feu au lac, il n'y avait pas de crise très profonde, et donc il n'y a pas de Français en fait qui ont quitté le pays à cette époque-là. Mais du coup, il y avait quand même des vagues d'immigration européenne qui sont arrivées aux États-Unis. Et plus récemment, en fait, il y avait tellement d'immigration que le centre principal débordait littéralement. Et donc, il y a un deuxième centre d'immigration qui a été créé, qui fonctionnait encore jusqu'en 1950 sur Ellis Island. Après cette page d'histoire, on va faire un bond vers une date aussi malheureusement mémorable du 21e siècle, le 11 septembre 2001, en se rapprochant d'un lieu emblématique et donc de la catastrophe de World Trade Center. On passe tout d'abord devant la St. Paul Church et pas loin aussi de la Trinity Church. Faut savoir que la Trinity, c'est pour le coup un édifice religieux qui date de l'époque de la New Amsterdam, donc il était en bois, etc. Donc très très vieille église qui est toujours debout malgré la catastrophe. Les deux églises étaient debout. La déflagration, etc. a fait tomber 5 buildings en plus des deux tours jumelles, mais sur un rayon quand même assez restreint. Et ces deux petites églises qui maintenant semblent minuscules dans l'environnement des buildings du sud de Manhattan sont restées intactes avec leur cimetière, mais on a pu voir des photos où tout était recouvert de plusieurs dizaines de centimètres de gravats, de cendres, etc. D'ailleurs, tu peux nous rappeler, Arnaud, combien ils ont mis de temps pour tout déblayer? Ils ont mis une période symbolique de 9 mois pour tout enlever. Pour tout nettoyer au niveau de cette zone de la catastrophe. Et donc en fait les pompiers, les services de secours, tous ceux qui devaient intervenir tous les jours pendant 9 mois,
avaient établi leur camp de base dans ces chapelles. Ils dormaient là, ils mangeaient là, voilà, c'était leur lieu de vie en fait, parce que ça avait rassemblé des casernes de toute la région pour avoir les moyens de secours et de nettoyage du site nécessaires, quoi. Surtout c'est un gain de temps qui leur a évité de retourner dans leur quartier d'origine. Et là, ils ont pu aussi voir, comme on peut le voir en général dans les moments de catastrophe, une vraie solidarité en fait de la population. Ah bah c'est clair, si comme nous disait Audrey, soit tu as de l'argent, soit tu as du temps. Et donc c'était tout un élan en fait, de générosité qui venait en aide aux pompiers et qui les soulageait en fait, de toutes les tâches d'approvisionnement, de nettoyage des draps, d'alimentation. Donc tout le monde en fait, pouvait donner un coup de main pour apporter un poulet, laver les draps, faire tout le nécessaire pour que les pompiers puissent se concentrer sur leur travail. Alors maintenant, let's go to lieu de recueillement. Le musée, c'est le mémorial. C'est le mémorial. On y va là? Non, mais on va pas là-dedans. Si. Non, on va juste sur les bassins. C'est les bassins, Mais oui, ça c'est le musée. Et voilà, Arnaud s'est trompé. Ah oui, c'est ça. Alors, le musée, c'est en sous-sol et le mémorial, ce sont les bassins. Et merci à Naïg. On est face à un bassin où il y a comme des énormes chutes d'eau qui descendent dans une fosse, c'est une forme carrée. C'est hyper impressionnant, on se croirait en pleine nature, un minéral, un côté miroir, un côté esprit, avec tous les noms qui sont gravés. Il faut savoir que le 11 septembre, c'est 2977 victimes, presque 3000 victimes, qui sont parties en à peine 3 heures de temps par l'effondrement des tours. Et au sein de ce chiffre de 3000 victimes qu'on retient en général, il y a un chiffre qui est important qu'on retrouve sur des plaques commémoratives aussi sur le site de Ground Zero et tout autour et aussi sur des camions de pompiers. Est-ce que tu peux nous dire lequel, Arnaud? C'est 343. Et ça correspond à quoi? Ça correspond au nombre de pompiers qui ont disparu dans la catastrophe. Il faut savoir que, en fait, avec la fumée, les structures métalliques qui étaient en fait la constitution même des tours, la chaleur, etc. A priori, les réseaux passaient très mal, les communications se faisaient très mal entre services de secours. Et donc, en fait, les pompiers, même si la menace s'était faite sentir sur la première tour, qui était en train de s'effondrer, ceux de la deuxième tour n'ont pas eu le temps d'évacuer. Et parmi ces 343 pompiers, il y avait d'ailleurs 7 pompiers dont c'était en fait la première sortie. Ils sortaient de leur formation et c'était la première fois qu'ils allaient combattre le feu et trouver des victimes. Il y a une petite différence en fait, notamment quand on voit par exemple nous la catastrophe de Notre-Dame. On voyait tous les pompiers à l'extérieur qui arrosaient Notre-Dame tant bien que mal avec des grandes lances, etc. Il y a une petite caractéristique aux États-Unis qui fait que pas mal de pompiers viennent se former, notamment ceux du Japon, etc., viennent se former aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, comme la ville est érigée avec des bâtiments très très hauts, en gros les pompiers sont spécialisés. Donc, certains sont spécialisés en feu de sous-sol, d'autres sont spécialisés en feu de hauteur. Et même dans leur corporation, en fait, ils ont différentes tâches, différentes activités. En gros, ils sont répartis en 3 groupes. Donc, il y a les groupes des ladders, autrement dit des échelles. Donc, c'est eux qui dégagent tous les espaces, qui mettent les échelles pour accéder en hauteur. C'est eux qui facilitent en fait, le flux de circulation des collègues. Ensuite, les engines, donc ça c'est les moteurs, donc c'est eux qui arrosent, c'est vraiment eux qui sont chargés d'éteindre. Et comme l'a dit Céline, en fait, la particularité des Américains, des pompiers américains, c'est qu'en fait, eux, ils éteignent, ils vont directement au cœur du foyer, ils vont directement au cœur de là où ça se passe, plutôt que d'essayer de contourner ou de rester à l'extérieur. C'est une des caractéristiques de leur façon de travailler. Et enfin, un troisième groupe, c'est les personnes chargées de soigner en fait, les blessés. Donc, ça en devient 3 caractéristiques différentes. Et quand on croise
véhicules de pompiers, on voit écrit dessus soit ladder, soit engine. Il faut savoir que du coup, au moment de l'effondrement, comme ils vont au cœur en fait, de l'établissement, ils étaient certainement dans les escaliers avec tous les gens à évacuer, etc. Et c'est pour ça que ils n'ont pas été sauvés non plus, quoi, qu'il y a eu autant de pompiers morts. Et ils venaient de tout New York et des alentours. Donc, ils étaient environ 1 millier, donc ça représente un tiers finalement de l'effectif qui était sur place. quand on arrive sur le site même, il y a une ambiance très de recueillement en fait. On entend l'eau qui s'écoule, donc en fait vous avez 2 grands bassins à l'emplacement même des anciennes tours qui sont carrés, qui font normalement la taille exacte des tours. Alors quand vous lisez certains documents, parfois ils nous disent qu'elles font à peu près 9 mètres de moins en fait de côté. Et à côté vous avez le One Trade Center qui est la nouvelle tour qui fait exactement aussi le même périmètre. Donc vu du ciel en fait vous avez les 2 bassins plus la nouvelle tour qui sont vraiment sur la même emprise. La particularité de cette nouvelle tour, c'est qu'elle a 8 faces. Et c'est symbolique puisqu'elle remplace 2 tours qui avaient chacune 4 faces. Et ces cascades d'eau en fait, donc vous avez le rectangle avec l'eau qui s'écoule, qui va dans le bassin au fond, et au fond vous avez un cube carré où l'eau finit par tomber en fait. Et en fait cet écoulement d'eau il symbolise le temps qui passe et en fait les Américains qui n'oublient pas en fait le temps qui s'écoule et l'histoire qui continue. Et les Américains qui n'oublient pas, puisqu'en fait l'eau est renouvelée, revient sans arrêt et coule sans arrêt. Donc il y a eu une grosse polémique pour savoir s'ils devaient arrêter en fait l'écoulement des eaux en hiver, parce que les Américains n'étaient pas d'accord. Et puis donc sur la partie supérieure, il y a en fait toute une plaque métallique qui fait le contour en fait à hauteur de main, à hauteur de vue, où sont en fait même pas gravés, mais c'est percé en fait. Les plaques sont percées par tous les noms des 3000 personnes qui ont en fait succombé à cette catastrophe. Dans le vol UA-93 qui s'est écrasé, vous savez, il y a un avion qui a été détourné et puis les gens ont pris le dessus et ont fait s'écraser l'avion. Les gens du Pentagone, il y a eu quelques morts aussi au Pentagone, ils sont tous autour du bassin. Ces noms, c'est pas classé par ordre alphabétique, c'est classé par proximité géographique dans la tour. C'est-à-dire ? Si on va dire qu'on est décédé le 11 septembre, ils ont repris après en disant où est-ce qu'on travaillait, où est-ce qu'on était dans la tour, parce qu'on était supposé travailler. C'est à 8h46, c'est que des gens qui bossent dans la tour qui sont là. De toute façon, il n'y avait pas de touristes dans la tour. Il y avait un observatoire en haut, mais à cette heure-là, il n'y avait quasiment personne. Et bien, ils se sont aperçus qu'on bossait peut-être sur 2 niveaux et qu'on était proches les uns des autres. Nous, on bossait peut-être, notre bureau était peut-être l'un à côté de l'autre. Toi, tu étais un peu plus loin, pareil. Vous deux, les filles, vous étiez peut-être juste au-dessus. Donc, ils nous ont mis côte à côte les noms les uns à côté des autres. Et ça forme une chaîne humaine, puisque tout le monde était à côté de celui d'à côté. Tu vois. Voilà comment ils ont ordonné, classé les noms qui sont là. Là, on ne va pas le sentir, mais vous allez voir, c'est creusé, c'est gravé. En fait, il y a un petit coffrage, il y a le nom là qui est creusé, et en fait, à l'intérieur de ce coffrage là, c'est toujours maintenu à 37,2 degrés. Température du corps humain. On veut y aller. Ouais. Vous verrez probablement j'en vois pas là ou là, vous verrez des roses blanches. Si vous en voyez, c'est que c'est l'anniversaire de cette personne aujourd'hui. Tous les jours, tu as quelqu'un des services du parc, pas de la famille. La famille habite souvent autre part aux États-Unis. C'était il y a 20 ans. Ah, ils regardent l'anniversaire. Ouais, tu as tous les jours à 6h du mat, quelqu'un couvre un calepin. 2900 morts, donc en gros 10 anniversaires par jour, à chose près. Et si c'est ton oncle John, c'était son anniversaire aujourd'hui, s'il était vivant. Il est mort le 11 septembre. Là, ton oncle John t'habite en Californie, tu sais que quelqu'un a mis une rose blanche depuis 6h du matin, heure de New York, jusqu'à 23h ce soir, pour son anniversaire. En souvenir. Depuis 20 ans, c'est rien. Plein de symboles comme ça. Près des 2 bassins, vous pouvez accéder en fait au musée qui se situe en sous-sol. Un peu plus loin, il y a même en fait une partie plus privée qui n'est accessible qu'aux familles, puisqu'en fait il y a
comme un petit mausolée où sont mis en fait les ossements des gens qui ont été retrouvés mais qui n'ont pas été identifiés. En fait, c'est privé pour les familles pour se recueillir, donc le public n'a pas accès. En fait. Pour notre part, on n'est pas allé dans le musée. A priori, c'est très très poignant. Il faut vraiment quand même avoir le cœur bien accroché. Voilà, c'est beaucoup sur le visuel. Vous avez des restes de fondation. Vous avez aussi des images. Vous avez qui passent en boucle en fait des sons des gens qui ont appelé leurs proches pour leur dire au revoir en sachant qu'ils allaient disparaître, des appels au secours, des choses comme ça. Voilà, on a préféré nous continuer notre chemin et ne pas subir en fait ces émotions certainement trop fortes. Voilà, pour moi ça aurait été, je pense, un peu trop fort. Quand on quitte la zone des bassins, on passe devant un petit arbre. En fait, c'est un poirier. C'est un arbre qui est insignifiant quand on ne regarde pas en détail. En fait, il y a un petit panneau. Il est indiqué Survivor Tree, donc l'arbre survivant. Et en fait, il faut savoir que quand ils ont déblayé tous les gravats issus du 11 septembre, il y a une petite pousse en fait, qui est apparue. Ils ont placé cette petite pousse dans le jardin botanique de Brooklyn. Et donc, quelques années plus tard, cette petite pousse est devenue un arbre. Et donc, ils ont choisi, encore une fois, en termes de symbole, de venir replanter cet arbre à côté des bassins pour vraiment montrer en fait que, peu importe la catastrophe, les États-Unis ont une capacité de rebondir, de se reconstruire et de repartir. Donc, depuis 2010, en fait, cet arbre est présent à cet endroit. Il y a d'autres symboles, à savoir que vous pouvez également acheter des drapeaux dans des petits étuis là, transparents. Il y a des drapeaux qui sont à vendre. Quelle est la particularité de ce drapeau? En fait, ces drapeaux, ils ont été hissés en haut d'un mât sur le lieu de Ground Zero, à côté des bassins, pendant une journée. Et ces drapeaux qui ont flotté au vent sont vendus en guise de souvenir. C'est peut-être un moyen pour les Américains qui habitent loin de ce site et qui ont de la famille disparue, de créer ce petit lien finalement avec le site. Alors c'est un lieu de recueillement et c'est un lieu aussi qui est très surveillé parce que les Américains quand ils font quelque chose de bien, ils veulent que ce soit très respecté, ils veulent que tout soit bien cadré. Donc vous avez des mâts avec des caméras dans tous les sens. Enfin, j'ai jamais vu un mât aussi fourni en caméra à un endroit. Il y a certainement aussi d'autres emplacements qui méritent aussi d'être surveillés aux alentours. Et vous avez quand même pas mal de police en fait. La zone est complètement piétonne, même les rues en fait qui semblent être autour sont pas accessibles aux voitures. Donc juste la police qui se déplace. Et là, Fred, le guide, nous rappelle qu'aux États-Unis, c'est la mode des small talks avec quiconque dans la rue et donc pourquoi pas avec les policiers. Donc là, on voit un groupe de policiers et Fred les interpelle. Ils étaient vraiment en tenue, l'armée, etc. Mais ils avaient le sourire finalement. Les policiers vraiment bien bodybuildés américains. Et on leur a demandé s'ils voulaient bien. Déjà, vous commencez, on leur demandait ça va, Guy et tout, comment ça va et tout, machin. Et après, hop, est-ce qu'on peut faire tous une photo ensemble? Et ils ont été super cool, hyper ouverts. On a fait plusieurs photos avec eux de groupe. Ça m'a fait rire parce qu'on était une vingtaine. Et au début, tout le monde se met n'importe où, donc on les voyait même pas. En fait, ils étaient à l'arrière-plan. On a dû leur dire stop, mettez-vous devant, voilà, comme ça qu'on vous voit quand même, c'est quand même l'objectif. Du coup, on a pu prendre une belle photo tous ensemble. Fred nous a expliqué aussi que c'est vrai qu'il faut pas hésiter. Il a même un ami comme ça qui a réussi à monter dans l'hélicoptère de la police un jour pour faire un tour. Alors, il faut savoir que c'était un policier français qui était en voyage à New York et que finalement il a fait un small talk d'un policier qui connaissait un autre qui lui a dit attends, je connais un mec qui travaille à la base où il y a les hélicoptères de la police et tout. Il s'est retrouvé à faire un survol dans un hélicoptère de la police. Enfin, c'est quand même fou. Comme quoi il faut quand même pas avoir peur d'engager une conversation. Et en fait on allait encore l'expérimenter juste après. Donc là on se rapproche de la fameuse caserne de pompiers la plus proche de l'incident du 11 septembre. Fred nous explique que cette caserne propose à quiconque d'acheter des t-shirts pour soutenir en fait la caserne. Et donc du coup c'est ce qu'on va essayer de faire. J'étais super étonnée et super en fait enthousiaste parce que
on voit pas mal en fait de boutiques où ils proposent des t-shirts avec le drapeau américain, des t-shirts effectivement de type pompier parce que les pompiers ils ont quand même la cote aux États-Unis avec leurs sirènes et leurs camions qui passent à toute blingue dans les rues. Mais bon, on sait très bien que c'est quand même des produits bien souvent made in China ou des choses comme ça. Et là je me suis dit mais là c'est quand même génial d'avoir cette occasion et de pouvoir soutenir, puisque les bénéfices iraient du coup aux pompiers directement. Des t-shirts j'en ai plein mon armoire, mais là ça vaut vraiment le coup quoi. Et donc c'est la 10 House, donc c'est la caserne numéro 10, et les t-shirts changent à peu près tous les ans. Donc on arrive, la caserne semble complètement fermée puisqu'il y a un grand rideau métallique avec un gros drapeau américain qui flotte, tagué dessus, vraiment magnifique. D'ailleurs on s'est tous pris en photo devant, on a vraiment l'air d'être dans le générique d'une série américaine avec tous les acteurs devant. Je suis trop contente de cette photo. Et puis Fred sonne. Les gars, on a du client. Attends, il va ouvrir. C'est trop bien. Et là, le rideau de fer s'ouvre petit à petit. On voit apparaître un pompier. Bon, manque de peau pour moi, c'était pas le pompier de mes rêves. Hein. Mais hyper gentil, voilà. Mais du coup, on lui a tout de suite demandé, concernant les t-shirts et tout. Ah, puis il est allé, il a sorti toutes les tailles, on a même pu essayer. Donc on était en fait juste devant les camions qui étaient garés à l'intérieur et on essayait nos t-shirts. Et puis moi je me suis dit, il vient de nous dire qu'il fallait oser parler, qu'il fallait oser faire des small talks. Donc moi je lui ai dit, mais moi je voudrais bien aller tout au fond là-bas, après les camions, voir ce qu'il y a. Et en fait il m'a emmenée. Donc j'ai pu voir tous les casiers, j'ai pu voir les bottes avec les combinaisons qui sont posées à même le sol, la combinaison retroussée sur la botte et qui fait partie intégrante certainement du truc. Donc en fait ils sautent dans leurs bottes, ils remontent les bretelles et hop, ils sont habillés en 2 secondes. Tous les casques alignés devant les casiers, vraiment typique qu'on peut voir dans les films. Et toutes les médailles, toutes les photos d'eux au-dessus de leur casier, etc. Je rentrais un peu dans leur intimité de caserne. J'ai pas résisté à me faire prendre en photo avec lui aussi dans cet environnement. Ça sentait un peu le caoutchouc, ça sentait le camion, ça sentait le mal quand même là-dedans, hein, mais bon, c'était super sympa. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé pouvoir aller au fond de la remise et de voir cet environnement qu'on n'a pas l'occasion de voir jamais en fait. Qu'est-ce que tu ressens, Johan, à la sortie de cette caserne ? C'est un rêve d'enfant. J'ai un papa qui était pompier avant, je suis toujours passionné par tout ce qui est pompier, du coup il m'a transmis un peu cette passion et là c'est le rêve absolu. Visiter une caserne de pompiers américaine, c'est quelque chose quand même. Surtout celle-là. C'est surtout celle-là parce que il y a le mémorial juste à côté, là c'est incroyable. C'est les premiers qui ont dû intervenir. Ouais. Là on sort d'une caserne de pompiers. En fait ils sont hyper sympas, donc c'est vraiment cool. On est reparti avec 2 t-shirts souvenirs à 20$ le t-shirt. Ah, chouette. Après les pompiers, maintenant nous nous dirigeons vers Wall Street, le cœur de la finance mondiale. Il faut savoir qu'on est quand même dans un quartier très financier et aussi de bureaux. D'ailleurs, petite anecdote, quand on voit des vues de New York la nuit, on voit toujours les buildings avec tous les étages éclairés, les bureaux éclairés, etc. En fait, il y a une raison à ça. Bon, les Américains, ils sont toujours super en avant sur tout, etc. Mais il y a une chose qui, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé la solution. En tout cas, ils ne l'ont pas mise en pratique. Je pense que la solution existe. C'est pour une question de sécurité, d'assurance, etc. Ils filment en fait l'intérieur des couloirs, des buildings et tout en cas d'intrusion et tout. Donc en fait ils laissent les lumières allumées. Moi je trouve ça assez dingue. C'est pas du tout dans le mood green et environnement et économie de l'énergie. Mais bon, encore une fois c'est les Américains et puis quand on va sur Paris, des fois on a aussi des immeubles qui sont, des étages qui sont illuminés. On se demande bien pourquoi, on se dit mais la femme de ménage travaille la nuit quoi là-dedans. Enfin bref, moi je me suis déjà fait cette remarque. Et ça m'énerve profondément. Tiens, viens, on va se serrer un peu. Tiens, venez, on va se serrer un peu. Bon, on se rappelle qu'aux États-Unis, le trottoir est un lieu de circulation. On ne doit surtout pas bloquer le flux de piétons qui peuvent arriver. Wall Street, c'est une rue.
Alors pourquoi Wall Street s'appelle Wall Street? En fait, il faut remonter aux origines de ce pays. Et donc des Hollandais qui sont arrivés les premiers. Et donc les Hollandais, ils avaient construit une palissade pour se protéger de l'invasion des Anglais. Et puis un jour, les Anglais sont arrivés en masse. Et donc là, les Hollandais se sont dit qu'ils n'avaient aucune chance, étant donné qu'ils étaient en infériorité numérique. Donc ils ont décidé d'être plus malins que ça. Et donc au lieu de mettre à feu et à sang toute la ville, ils sont allés voir les Anglais, ils leur ont donné les clés de la ville en échange de pouvoir continuer à faire du commerce. Et donc les Anglais, ils ont accepté. Et donc les Anglais, ils ont supprimé la palissade qui n'avait plus d'intérêt puisqu'ils étaient entre eux. Et donc à l'endroit de cette palissade a été créée la rue de Wall Street. Très peu de gens le voient et nous on a eu l'occasion de vraiment bien observer. Dans la rue, on voit encore, en fait c'est une rue qui est en pavage, en dallage, etc. Mais ils ont laissé l'emplacement des poteaux avec des petits pavés et des carrés qui sont symbolisés au sol par tout ça. Il y avait les poteaux de ces fameuses palissades en bois et en fait la plupart des gens marchent dessus sans s'en rendre compte en fait. Et c'est vrai que ça nous fait penser un peu à nos vieilles villes fortifiées ou par exemple certaines tours de la Bastide en Paris où vous avez quelques traces au sol mais un touriste qui n'est pas averti en fait ne se rend pas compte qu'il est en train de marcher dessus. Et c'est quand même toute l'histoire de la ville, quoi. C'est une drôle d'impression d'être devant la bourse de Wall Street parce qu'en fait à chaque fois que je voyais des photos, les photos sont un peu en fait prises d'une petite rue qui continue en fait, la rue d'extrémité qui continue. On a toujours moi j'avais toujours cette impression que c'était quand même assez gros et en fait je trouve pas ça très grand. C'est un petit bâtiment, enfin c'est un bâtiment quoi, mais la rue est assez étroite au final, voilà, ça me paraît pas grandiose et comme la porte d'entrée n'est pas sous les colonnes comme nous on peut avoir des bâtiments anciens à Paris avec des grandes colonnades et derrière des portes d'entrée vitrées etc avec des arches, en fait derrière là c'est muré et en fait la petite porte elle est toute petite sur le côté avec un petit bandeau d'annonce avec des LED rouges qui annoncent en fait toutes les actions et le cours des actions etc, à combien elles en sont et tout, et vous voyez tous les traders qui rentrent là et qui sortent. Et puis après sinon des touristes devant qui se prennent en photo. Donc voilà, ça m'a pas subjugué, j'ai reconnu, mais je me suis dit, comme un peu sur Times Square, la même impression, les photos elles mettent toujours hyper en valeur les lieux, parce qu'elles sont prises d'une certaine façon, et quand vous le voyez en réel, bah c'est pas pareil quoi. Derrière nous, donc quand vous êtes face à la bourse et que vous regardez à droite, vous avez un bâtiment où en fait, alors là il est en travaux, mais vous avez une grosse statue de George Washington qui a été le premier président des États-Unis. Il met la main sur la Bible, en fait comme prêter un serment en fait, puisque comme il a été le premier président en 1789, donc en fait c'est la même année que notre révolution à nous, pendant que nous on faisait notre révolution. Les Américains, eux, ils avaient mis au point leur constitution, etc. Et du coup, comment ça se fait, Arnaud, que New York, finalement, logiquement, ça aurait dû être la capitale? Justement, ça avait fait polémique à l'époque parce que, en gros, la constitution a été écrite à Philadelphie. Et donc, l'État de Philadelphie a dit pourquoi ce ne serait pas à Philadelphie, en fait, la capitale. Donc, du coup, ok, ils ont dit d'accord. Et puis après les autres États ont dit mais nous aussi on a contribué à l'indépendance. Ok, donc ils se sont dit le plus simple c'est de créer un 14e État qui s'appellera Washington, dans lequel il n'y aura qu'une seule ville, Washington. Ah mais non, l'État de Washington ça n'a rien à voir, c'est à l'opposé, tout au nord de la côte ouest. C'est ça quand on n'étudie pas attentivement à l'école la géographie des États-Unis. Donc au final, pour mettre d'accord tout le monde, ils ont créé un nouveau district qui s'appelle Columbia, dans lequel il y a une seule ville, Washington. Et la capitale, du coup, c'est Washington. On peut constater juste à côté, en fait, en bordure de la bourse, un petit arbre. Alors on est dans une rue complètement minéralisée, pavé, dallage, etc. Et il y a un petit arbre qui n'est pas très costaud, qui n'a pas l'air très vieux, parce que en fait il est remplacé régulièrement parce qu'il ne tient peut-être pas le coup justement dans cette rue qui n'est pas très ensoleillée, où il n'y a peut-être pas assez de terre. Et ce petit arbre, il a une histoire. Arnaud, tu nous la racontes ? Quand les Hollandais sont arrivés, ils ont rencontré des Indiens et donc ils étaient intéressés, comme je vous l'ai dit, pour faire du commerce. Et donc ce qui les intéressait, par exemple, c'était les peaux de castor, l'huile de cachalot, en tout cas des produits qui pourraient intéresser les Européens
et qui n'existait pas en Europe. Et oui, et inversement. Et donc il y a 17 personnes qui ont été missionnées pour avoir le droit de fixer les prix de ces produits. Et donc ces 17 personnes se réunissaient régulièrement autour d'un arbre. Et donc en hommage à cette époque de négociateurs, un arbre a été planté à côté de Wall Street, qui est une place forte où beaucoup de prix se négocient. Quand on se positionne devant le bâtiment, donc dans cette rue aussi, donc on a vu l'arbre, et il y a une chose dans la partie rue qui nous intrigue aussi, c'est une statue un peu en bronze, on va dire, d'une petite fille qui a les mains sur les hanches, les jambes écartées, et elle regarde en l'air comme ça, comme si elle regardait le bâtiment d'un air déterminé. Curieux, on s'interroge un peu quelle est la signification, parce qu'on sait que les Américains sont beaucoup dans le symbole, dans la symbolique. Nous, on voit plein de touristes qui se prennent en photo à côté de la petite fille, assis à côté de la petite fille, devant la petite fille, qui prennent en retrait avec la bourse derrière, etc. Ouais, enfin, tu prends quoi en photo? C'est quoi l'histoire en fait? Et en fait, cette petite fille, cette statue, elle n'était pas du tout là au début. Il faut continuer un peu plus loin sur le bas de la rue, continuer à descendre la rue, pour arriver en fait à une embranchure en Y en fait, de la rue. Et au centre de ce Y, qui fait un petit îlot en fait central, entre les voies circulées, il y a une grosse statue de taureau. Et la petite fille au départ, en fait, elle était juste à la pointe du Y et elle regardait le taureau. Elle regardait pas du tout le bâtiment. Mais il y a quand même un lien entre le taureau et la bourse. Mais comme en fait à cet endroit-là, il y avait beaucoup de circulation et que les gens, comme on l'a vu là, adorent se prendre en photo avec cette petite fille, c'était très accidentogène. Et donc c'était dangereux. Donc ils ont décidé de déplacer la petite fille. Alors bon, la symbolique du taureau et de la petite fille est un peu tombée à l'eau, mais au moins on a l'origine de cette petite fille. Alors voilà, ça garde quand même cette image de la bourse, l'argent, un métier très masculin, quelque chose qui se veut très hautain et puis un peu haut de gamme, etc. Et une petite fille qui regarde tout ça avec un air assuré et déterminé, ça montre ça tout un symbole aussi pour le féminisme quelque part. On lui fait dire un peu ce qu'on veut. Mais voilà, on va maintenant avoir l'explication de pourquoi justement en face d'un taureau. Pourquoi elle se trouvait en face d'un taureau. Ouais, alors c'est en 1987, il y a eu un événement cataclysmique sur la bourse qui s'est écroulé. Donc plus personne n'y croyait, sauf qu'il y a une personne qui a dit non mais vous inquiétez pas, la bourse ça monte, ça descend, ça va finir par remonter. Et donc c'est pour ça que on dit que certaines personnes sont bullish, du bull, hein, le taureau, dans le sens où elles pensent que ça va forcément remonter. Et donc pourquoi le taureau? Parce qu'en fait le taureau, avant de charger, il baisse la tête. Et sauf que c'est un faux signal, parce qu'après il va remonter la tête pour donner un coup de corne. Et l'inverse, c'est quoi alors? Alors, le marché ne fait pas que monter, hein, il fait aussi parfois des belles descentes. Donc, dans ce cas-là, on parle de bearish, de bear l'ours, parce qu'en fait l'ours c'est l'inverse, que quand il attaque, il donne un coup de patte du haut vers le bas. D'où le fait que ça descend. Donc là, en fait, on est en présence d'un taureau qui charge pour être optimiste, puisque l'Américain se doit d'être optimiste et penser que la bourse va remonter quand il y a quelque chose qui baisse, que tout va bien se passer et qu'on va gagner de l'argent et que l'économie va bien. Et cette petite fille était donc devant ce taureau pour montrer aussi qu'elle n'avait pas peur, elle n'avait pas peur de la bourse, elle n'avait pas peur du marché. Et ce taureau, c'est vraiment un taureau, hein. Quand on passe derrière, il est quand même bien membré le gaillard. Alors effectivement, il y a tout un défilé de personnes qui se prennent non seulement en photo devant le taureau, mais il y a une coutume qui a priori porte chance d'aller toucher les testicules du taureau, voire de les embrasser. Moi j'ai vu des personnes qui embrassaient les testicules du taureau, franchement un truc de dingue. Il y en a certains dans le groupe qui l'ont fait sans hésiter, hein, on ne sait jamais, ça peut toujours porter chance. Et donc c'était très drôle ce petit moment où on a fait la queue, tout le monde faisait la queue pour se faire prendre en photo dans cette position. Voilà, un bon petit souvenir aussi de notre passage à Wall Street. Prochaine destination à l'extrémité de toute la zone de Wall Street et du sud de Manhattan,
Destination Staten Island. Staten Island qui est une île qui fait partie en fait de cet ensemble où des gens habitent, mais où on se réserve petite après, enfin même pas après-midi, une petite heure shopping, puisqu'il y a là-bas des magasins un peu style magasin d'usine à des prix très intéressants. Et il faut donc prendre le ferry, 20 minutes de bateau à peu près, pour rejoindre cette île. On arrive dans une espèce de grosse gare de navigation maritime. Et puis on voit les ferries qui font les navettes. Alors puisqu'on parle des moyens de transport, j'ai repensé à une lecture que je faisais étant petit, un album de Lucky Luke. Et dans cet album de Lucky Luke, il y avait souvent des Chinois en fait, qui étaient présents et qui étaient autour de trains, de Watchman Fair. Et donc je me suis demandé, je me demande bien pourquoi. Et maintenant que j'ai plus d'explications sur l'histoire, je comprends qu'en fait, les Chinois étaient une main-d'œuvre qui à l'époque a été missionnée pour effectivement construire le chemin de fer sur le pays. Et donc les rails sont partis à la fois de la côte ouest et de la côte est et ils se sont rejoints à mi-parcours. On peut se demander pourquoi est-ce que ce n'était pas les Américains qui construisaient les rails. En fait à l'époque c'était la fameuse ruée vers l'or, où, comme on dit toujours, c'est les marchands de pelles et de pioches qui gagnaient le plus d'argent. Donc les Américains préféraient travailler dans les mines pour espérer gagner, trouver une pépite. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel, les États-Unis ont fait appel à une manœuvre qui était bon marché à l'époque, qui venait de Chine et qui du coup devait travailler sur les voies de chemin de fer. Le ferry est orange, qui n'est pas sans rappeler en fait pour les fans de Spider-Man, une scène du dernier Spider-Man a priori, où le ferry est coupé en deux et Spider-Man doit tisser des toiles pour maintenir les deux côtés du bateau ensemble. Voilà, donc petite anecdote. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il est gratuit pour aller sur Staten Island, alors que vous avez des navettes à d'autres endroits qui elles sont payantes ou par d'autres passages. Donc surtout, il faut bien se diriger vers ce ferry-là, parce que du coup la traversée est gratuite et nous permet de passer en fait non loin de la Statue de la Liberté. Alors là on a un petit doute parce que il fait très brumeux ce matin. On espère qu'on va la voir, mais si vous voulez prendre le ferry qui va sur l'île, qui vous débarque sur l'île de la Statue de la Liberté, là c'est payant. Donc voilà, si vous n'êtes pas pour vraiment monter, aller au pied de la statue mais la voir depuis le bateau, ça vous suffit, et bien ça c'est génial parce qu'en fait c'est pas payant, c'est gratuit. Alors moi je suis pas j'adore la mer, j'adore être dans l'eau, mais les bateaux ne m'aiment pas. Voilà, je suis assez malade en bateau, j'ai des souvenirs en Nouvelle-Zélande, même à bord d'un voilier c'est compliqué pour moi. J'ai pas pris de cachet, j'espère que tout va bien se passer, j'ai une petite appréhension, mais Fred me rassure en me disant que voilà, c'est très très calme et très très stable, qu'on sent pas du tout la houle ou quoi que ce soit, en tout cas on peut pas la sentir aujourd'hui. Donc voilà, ma petite gorge nouée là, j'essaye de la détendre, parce que plus tu stresses, plus tu es malade. Mais je sais que ça peut arriver quoi, donc je vais bien respirer, essayer de me mettre dans le sens de la marche surtout aussi, parce que moi j'ai ça en bateau et en train bien sûr, sinon ce serait pas drôle, et en voiture même. Donc voilà, c'est parti, on embarque et on est un gros troupeau qui se met en marche pour embarquer sur le ferry. Des palissades en bois et des butées en bois, des butons en bois, pour faire les quais si jamais ça doit être guidé vers l'embarcadère. Chez nous, ce serait pas comme ça, ce serait en béton ou en pale planche. May I have your attention, please? Welcome aboard the Staten Island Ferry. Please take a moment and pay attention to the following safety announcements. During docking, stay off the stairs, ramps, and landings until the ferry has come to a complete stop at the terminal. Thank you for riding the Staten Island Ferry. Bonjour, vous êtes français? Oui.
Vous auriez 5 minutes pour Faut que répondre me à deux reconnaître. questions. On fait un reportage sur des Français qui sont présents là à New York. C'est votre première fois? Alors, notre deuxième, la première pour les enfants. D'accord. Je peux avoir votre prénom? Yves. Yves? Gaël. Gaël? Arthur. Arthur? Jules. Très bien. Céline et Arnaud. Qu'est-ce qui vous amène à New York? Bah, on en avait gardé un excellent souvenir de notre voyage, c'était en 2009. 2009 et on avait envie Et on de rêvait d'y faire ça. retourner quoi, depuis. Donc, à ses enfants, et voilà, c'était l'occasion avec les enfants qui sont C'est que c'est tellement Bah, c'est gros, dépaysant. c'est spectaculaire, oui, ça change, ça n'a rien à voir. L'architecture, tout est différent. Il y a quelque chose qui vous attire en particulier à New York? Non, c'est vraiment, oui, l'ambiance, cette démesure qu'on voit partout. Le côté aussi, moi, ce que je trouve assez sympa ici, c'est le côté... les gens n'ont rien à faire, en fait. Voilà, les gens s'habillent comme ils veulent, l'espèce de tolérance, enfin, en tout cas, de l'extérieur, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Ouais, on a l'impression que les gens sont assez libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ouais, tolérant, les uns avec les autres. Ouais, tolérant. Là, on loge à Brooklyn, par exemple, et il y a beaucoup de musique, les jeunes dehors, etc. Et on a l'impression que c'est ok, quoi, personne ne se gêne. Tout le monde voilà, accepte. Voilà. Ça fait combien de temps là que vous êtes là? On est arrivé, on est arrivé jeudi on a eu dernier. des petits pépins, on a perdu une journée en fait. D'accord. Notre vol a été retardé. Il y a eu 5 heures de retard sur le premier vol, on n'a pas été dans l'avion, les bagages sont pas arrivés, après ils nous ont pas suivis, enfin, Ça a été c'était un peu merdique pour galère. ça. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné les garçons, vous? C'est votre première visite? Je sais pas. Times Square avec les grands écrans, vous êtes allés? Times Square. On a fait le... de nuit. On l'a pas vu de nuit, mais bon, c'est quand même déjà impressionnant. On a fait le Top of the Rock hier. Alors, c'était moins impressionnant que... Enfin, c'était moins chouette. Nous, quand on l'a fait, il faisait super beau. Hier, c'est vrai que c'était un petit peu couvert, donc c'était un peu moins waouh. Ah, quand même, quand je suis sorti de l'ascenseur, moi, Mais ça m'a c'est fait pareil. oui, c'est... Qu'est-ce qui vous a plu d'autre? Central Park, on n'y a pas encore été beaucoup, mais on a fait différents endroits. Lui, il adore jouer au foot, donc il est content quand on peut aller faire un tour à Central Park, les écureuils. Hein? Vous en avez vu? Ça vous a plu? Ouais. Quoi d'autre? L'image qu'on a fait hier. Le Top of the Rock? Ouais, ça c'était chouette. Et quoi d'autre? La statue. La Statue de la Liberté. Qu'est-ce qui vous a plu hier? Non, mais hier on est allé au Nintendo Store, au Lego Store. Ah ouais, Ah, les Ghost Story étaient fous. Ça leur a C'est complètement fou, les Ghost Story. Et puis, ouais, voilà. On a fait le musée d'histoire naturelle. Ouais, des histoires naturelles. Ouais. Moi j'ai bien envie de retourner au MoMA demain, parce que on y est allé la première fois, moi j'avais tout. Enfin, c'était génial. Le MoMA, ouais, le musée d'art moderne. Voilà. Ok. J'ai une dernière question un peu plus personnelle. Ah. Pour savoir qu'est-ce qui vous rend heureux. Ah, ça c'est une vaste question. Ça. Vous aviez dit 5 minutes, on va être un peu juste, non? Non, ça va. À nous? Ouais. Ou en général, Dans la hein. vie, En général. Qu'est-ce qui te rend heureux? En général. Le piano. Ah. C'est des bons moments avec les gens qu'on aime, c'est chouette. Ouais. Le cheesecake. Ouais, les cheesecakes, les carrot cakes. Les carottes. J'ai pas aimé T'as pas aimé toi le carrot cake? Ouais, d'être là, de se promener dans le bas, tout simplement d'être en vacances et d'avoir la liberté un peu de se promener, de pas trop faire attention à l'heure, de pas avoir toutes ces contraintes qu'on a quand on est dans le train-train du quotidien, quoi. L'insouciance. Les voir contents, c'est vrai qu'on est rentré Voilà, dans partager ça avec eux. dans le Nintendo Store, Lego Store, bon ça reste un peu matériel, mais ils ont l'air tellement contents que ça fait plaisir à voir. Créer des souvenirs, Ok. créer des chouettes. Donc là, nous sommes arrivés sur l'île de Staten Island. On est donc dans un centre commercial. Il y a quelques boutiques d'usines. De quoi se nourrir, manger. J'ai une faim de loup. Je vais manger tout le bâtiment. Question, qu'est-ce qui vous amène à New York? Les vacances pour découvrir New York. On devait venir en 2020, mais avec le Covid, Voilà. ça a été reporté cette année. D'accord. Combien de temps? Une semaine. Ok. Je peux avoir vos prénoms? Oui, Mélanie. Valérie. Clément. Clément? D'accord. Et j'ai une dernière question, un peu plus personnelle. Oui. Qu'est-ce qui vous rend heureux? À New York ou En général. En général. En général.
Les voyages, c'est ça. La musique. Ouais. Moi, c'est de partager des moments en famille. Là, on était contents de venir tous les trois. Voilà, les voyages. Les voyages, ok. Voyage, oui, mais si on avait plus de sous, on serait content parce que une fois qu'on a refait New York, on n'est pas prêt de repartir. Hein. C'est cher. Ouais, c'est cher. It's all that I can give to his love. It's more than just a game for two. Two love can live. Take off wings of the brigade. Love was big when he had you. Love was big when we had you. Now that's how we gratefully at you. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.